Salut, c'est John. Aujourd'hui, je vous présente un livre, Voltaire, Candide, un classique de l'époque des Lumières. N'hésitez pas à regarder dans la description pour avoir de plus amples informations. Et je commence avec l'introduction. Bien à vous. Peut-on vraiment affirmer que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles? Publié en 1759, Candide est un conte philosophique dans lequel Voltaire tourne en dérision l'optimisme de son époque à travers les aventures de son héros et de son maître. Pangloss, il interroge le mal, le bonheur et les illusions humaines. Nous en commençons aujourd'hui la lecture. Voltaire Candide. Introduction et notes par Sylviane Léonie. Candide ou l'optimisme, traduit de l'allemand de Monsieur le docteur Ralph, avec les additions qu'on a trouvées dans la poche du docteur lorsqu'il mourut à Maiden lors de grâce 1759. Chapitre 1er. Comment Candide fut élevé dans un beau château et comment il fut chassé de celui-ci. Il y avait en Westphalie, dans le château de Monsieur le baron de Thundertentrosch, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie a annoncé son âme et il avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple. C'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était fils de la sœur de Monsieur le baron et d'un bon et honnête gentilhomme du voisinage que cette demoiselle ne voulut jamais épouser parce qu'il n'avait pu prouver que 71 quartiers et que le reste de son arbre généalogique avait été perdu par l'injure du temps. Monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, car son château avait une porte et des fenêtres. Sa grande salle même était ornée d'une tapisserie. Tous les chiens de ses basses-cours composaient une meute dans le besoin. Ses palefreniers étaient ses piqueurs. Le vicaire du village était son grand aumônier. Ils l'appelaient tous Monseigneur et il riait quand il faisait des comptes. Madame la baronne, qui pesait environ 350 livres, s'attirait par là une très grande considération et faisait les honneurs de la maison avec une dignité qui la rendait encore plus respectable. Sa fille, Cunégonde, âgée de 17 ans, était haute en couleur, fraîche, grasse, appétissante. Le fils du baron paraissait en tout digne de son père. Le précepteur Pangloss était l'oracle de la maison, et le petit Candide écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et de son caractère. Pangloss enseignait la métaphysico-théologico-molonigologie. Il prouvait admirablement qu'il n'y avait point d'effets en cause et que, dans ce meilleur des mondes possibles, le château de Monseigneur le baron était le plus beau des châteaux, et madame la meilleure des baronnes possibles. Il est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement, car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure des fins. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes, aussi avons-nous des lunettes. Les jambes sont visibles, instituées pour être chaussées, et nous avons des chausses. Pierres ont été formées pour être taillées et pour en faire des châteaux. Aussi, Monseigneur a un très beau château, le plus grand baron de la province doit être le mieux logé, et les cochons étant faits pour être mangés, nous mangeons du porc toute l'année. Par conséquent, ceux qui ont avancé que tout est bien ont dit une sottise. Il fallait dire que tout est au mieux. Candide écoutait attentivement et croyait innocemment, car il trouvait mademoiselle Cunégonde extrêmement belle, quoiqu'il ne prit jamais la hardiesse de lui dire. Il concluait qu'après le bonheur d'être né baron de Thundertentronckh,
Le second degré de bonheur était d'être mademoiselle Cunémonde, le troisième de la voir tous les jours, et le quatrième d'entendre maître Pangloss, le plus grand philosophe de la province, et par conséquent de toute la terre, un jour, Cunégonde, en se promenant auprès du château dans le petit bois qu'on appelait parc, vit entre des broussailles le docteur Pangloss donnait une leçon de physique expérimentale à la femme de chambre de sa mère, petite brune, très jolie et très docile, comme mademoiselle Cunégonde avait beaucoup de disposition pour les sciences. Elle observa sans souffler les expériences réitérées dont elle fut témoin. Elle vit clairement la raison suffisante du docteur, les effets et les causes, et s'en retourna tout agitée, toute pensive, toute remplie du désir d'être savante, songeant qu'elle pourrait bien être la raison suffisante du jeune Candide, qui pouvait aussi être la sienne. Elle rencontra Candide en revenant au château et rougit. Candide rougit aussi. Elle lui dit bonjour d'une voix entrecoupée, et Candide lui parla sans savoir ce qu'il disait. Le lendemain, après le dîner, comme on sortait de table, Cunégonde et Candide se trouvèrent derrière un paravent. Cunégonde laissa tomber son mouchoir, Candide la ramassa et lui prit innocemment la main. Le jeune homme baissa innocemment la main de la jeune demoiselle avec une vivacité, une sensibilité, une grâce toute particulière. Leurs bouches se rencontrèrent, les yeux s'enflammèrent, leurs genoux tremblèrent, leurs mains s'égarèrent. Monsieur le baron de Tun passa auprès du paravent et, voyant cette cause et cet effet, chassa Candide du château à grands coups de pied dans le derrière. Cunégonde s'évanouit. Elle fut soufflée par madame la baronne dès qu'elle fut revenue à elle, et tout fut consterné dans le plus beau et les plus agréables des châteaux possibles. Chapitre second. Ce que devient Candide parmi les Bulgares. Candide, chassé du paradis terrestre, marcha longtemps sans savoir où, pleurant, levant les yeux au ciel, les tournant souvent vers le plus beau des châteaux, qui renfermait la plus belle des baronnettes. Il se coucha sans souper, au milieu des champs, entre deux sillons. La neige tombait à gros flocons. Candide, tout transi, se traîna le lendemain vers la ville voisine, qui s'appelle Vandenberg of Trabk-Dick-Dorf. N'ayant point d'argent, mourant de faim et de lassitude, il s'arrêta tristement à la porte d'un cabaret. Deux hommes habillés de bleu le remarquèrent. Camarade, dit l'un, voilà un jeune homme très bien fait et qui a la taille requise. Ils s'avancèrent vers Candide et le prièrent à dîner très civilement. Messieurs, leur dit Candide avec une modestie charmante, vous me faites beaucoup d'honneur, mais je n'ai pas de quoi payer mon écho. Ah, lui dit monsieur l'un des bleus, les personnes de votre figure et de votre mérite ne paient jamais rien. N'avez-vous pas 5 pieds, 5 pouces de haut? Oui, monsieur, c'est ma taille, dit-il en faisant la révérence. Ah, monsieur, mettez-vous à table. Non seulement nous vous défrayons, mais nous ne souffrirons jamais qu'un homme comme vous manque d'argent. Les hommes ne sont faits que pour se secourir les uns les autres. Vous avez raison, dit Candide, c'est ce que monsieur Pangloss m'a toujours dit. Chapitre troisième. Comment Candide se sauva d'entre les Bulgares et ce qu'il devint. Rien n'était si beau, si laid, si brillant, si bien ordonné que les deux armées, les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons formaient une harmonie telle qu'il n'y eut jamais en enfer. Les canons renversèrent d'abord à peu près 6000 hommes de chaque côté, et ensuite la mousqueterie, au trait du meilleur des mondes, environ 9 à 10 000 coquins qui en infectaient la surface. La baïonnette fut aussi la raison suffisante de la mort de quelques milliers d'hommes, le tout
pouvait bien se montrer à une trentaine de milliers d'âmes. Candide, qui tremblait comme un philosophe, se cacha du mieux qu'il put pendant cette boucherie héroïque. Enfin, tandis que les deux rois faisaient chanter des Te Deum, chacun dans son camp, il prit le parti d'aller raisonner ailleurs des effets et des causes. Il passa par-dessus des tas de morts et de mourants et gagna d'abord un village voisin. Il était en cendres. C'était un village arabe que les Bulgares avaient brûlé selon les lois du droit public. Ici, des vieillards criblés de coups regardaient mourir leurs femmes égorgés qui tenaient leurs enfants à leurs mamelles sanglantes. Là, des filles éventrées, après avoir assouvi les besoins naturels de quelques héros, rendaient les derniers soupirs, d'autres à demi brûlés criaient qu'on acheva de leur donner la mort. Des cervelles étaient répandues sur la terre, à côté de bras et de jambes coupées, et Candide s'enfuit au plus vite dans un autre village. Il appartenait à des Bulgares, et les héros abares l'avaient traité de même. Candide, toujours marchant sur des membres palpitants ou à travers des ruines, arriva enfin hors du théâtre de la guerre, portant quelques petites provisions dans son Bisac, et n'oubliez jamais mademoiselle Cunégonde. Ses provisions lui manquèrent quand il fut en Hollande, mais ayant entendu dire que tout le monde était riche dans ce pays-là et qu'on y était chrétien, il ne douta pas qu'on ne le traitât aussi bien qu'il l'avait été dans le château de monsieur le baron, avant qu'il en eût été chassé pour les beaux yeux de mademoiselle Cunégonde. Il demanda l'aumône à plusieurs graves personnages qui lui répondirent tous que s'il continuait à faire ce métier, on l'enfermerait dans une maison de correction pour lui apprendre à vivre. Il s'adressa ensuite à un homme qui venait de parler tout seul, une heure de suite, sur la charité dans une grande assemblée. Cet orateur, le regardant de travers, lui dit: « Que venez-vous faire ici ? Y êtes-vous pour la bonne cause? Il n'y a point d'effet sans cause, répondit modestement Candide. Tout est enchaîné nécessairement et arrangé pour le mieux. Il a fallu que je fusse chassé d'auprès de mademoiselle Cunégonde, que j'ai passé par les baguettes, et il faut que je demande mon pain jusqu'à ce que je puisse en gagner. Tout cela ne pouvait être autrement. Mon ami, lui dit l'orateur, croyez-vous que le pape soit l'antéchrist? Je ne l'avais pas encore entendu dire, répondit Candide. Mais qu'il le soit ou qu'il ne soit pas, je manque de pain, tu ne mérites pas d'en manger, dit l'autre. Va, coquin, tu ne mérites pas d'en manger, dit l'autre. Va, coquin, va, misérable, ne m'approche pas de ta vie. La femme de l'orateur ayant mis la tête à la fenêtre et avisant un homme qui doutait que le pape fût antéchrist, lui répondit sur le chef un plein au ciel. À quel excès se portent les ailes de la religion dans les dames? Un homme qui n'avait point été baptisé, un homme anabaptiste nommé Jacques, vit la manière cruelle et ignominieuse dont on traitait ainsi un de ses frères, un être à deux pieds sans plume qui avait une âme. Il l'emmena chez lui, le nettoya, lui donna du pain et de la bière, lui fit présent des 2 florins et voulut même lui apprendre à travailler dans ses manufactures aux étoffes de Perse qu'on fabrique en Hollande. Candide, se prosternant presque devant lui, s'écriait: « Maître Pangloss me l'avait bien dit que tout est au mieux dans ce monde, car je suis infiniment plus touché de votre extrême générosité que la dureté de ce monsieur à menton noir et de madame son épouse. » Le lendemain, en se promenant, il rencontra un gueux tout couvert de pustules, les yeux morts, le bout du nez rongé et la bouche de travers, les dents noires, et parlant de la gorge tourmentée d'une toux violente et crachant une dent à chaque effort. Candide ou l'Optimiste 4, chapitre 4e.
comment Candide rencontra son ancien maître de philosophie, le docteur Pangloss, et ce qui en advint. Candide, plus ému encore de compassion que d'horreur, donna à cet épouvantable gueux les 2 florins qui l'avaient reçu de son honnête anabaptiste Jacques. Le fantôme le regarda fixement, versa des larmes et sauta à son cou. Candide effrayé recule. Hélas, dit le misérable à l'autre misérable, ne reconnaissez-vous plus votre cher Pangloss? Qu'entends-je? Vous, mon cher maître, vous, dans cet état horrible, quel malheur vous est-il donc arrivé? Pourquoi n'êtes-vous plus dans le plus beau des châteaux? Qu'est devenue mademoiselle Cunégonde, la perle des filles, le chef-d'œuvre de la nature? Je n'en peux plus, dit Pangloss. Aussitôt Candide le mena dans l'étable de l'anabaptiste où il lui fit manger un peu de pain, et quand Pangloss fut refait, eh bien, lui dit-il, Cunégonde, elle est morte, reprit l'autre. Candide s'évanouit, et à ce mot, son ami rappela ses sens avec un peu de mauvais vinaigre, ce qui se trouva par hasard dans l'étable. Candide trouve les yeux, Cunégonde est morte. Ah, meilleur des mondes, où êtes-vous? Mais de quelle maladie est-elle morte? Ne serait-ce point de m'avoir vu chasser du beau château de monsieur son père à grands coups de pied? Non, du Pangloss. Elle a été éventrée par des soldats bulgares, après avoir été violée autant qu'on peut l'être. Ils ont cassé la tête à monsieur le baron qui voulait la défendre. Madame la baronne a été coupée en morceaux. Mon pauvre pupille, traité précisément comme sa sœur, et quand au château il n'est pas resté pierre sur pierre, pas une grange, pas un mouton, pas un canard, pas un arbre, mais nous avons été vengés car les Arabes en ont fait autant dans une baronnie voisine qui appartenait à Seigneur bulgare. À ce discours, Candide s'évanouit encore. Mais revenu à soi, ayant dit tout ce qu'il devait dire, et s'enquit de la cause et de l'effet de la raison suffisante qui avait mis Pangloss dans un si piteux état. Hélas, dit l'autre, c'est l'amour. L'amour, le consolateur du genre humain, le conservateur de l'univers, l'âme de tous les êtres sensibles, tendre amour, hélas, dit Candide, je l'ai connu cet amour, ce souverain des cœurs, cette âme de notre âme, et ne m'a jamais valu qu'un baiser et 20 coups de pied au cul. Comment cette belle cause a-t-elle pu produire en vous un effet si abominable? Pangloss répondit en ces termes. Oh, mon cher Candide, vous avez connu Paquette, cette jolie suivante de notre auguste baronne. J'ai goûté dans ses bras les délices du paradis qui en produisent ces tourments d'enfer dont vous me voyez dévorer. Elle en était infectée, elle peut être morte. Paquette tenait ce présent d'un cordelier très savant qui avait remonté à la source car il l'avait eu d'une vieille comtesse qui l'avait reçu d'un capitaine de cavalerie qui le devait à une marquise qui le tenait d'un page qui l'avait reçu d'un jésuite qui, étant novice, l'avait eu en droite ligne d'un des compagnons de Christophe Colomb. Pour moi, je ne donnerai à personne car je me meurs. Oh, Pangloss, s'écria Candide, voilà l'étrange généalogie, n'est-ce pas le diable qui en fut la souche? Point du tout, répliqua ce grand homme, c'était une chose indispensable dans le meilleur des mondes, un ingrédient nécessaire, car si Colomb n'avait pas attrapé dans une île de l'Amérique cette maladie qui empoisonne la source de la génération, qui souvent même empêche la génération, et qui est évidemment l'opposé du grand but de la nature, nous n'avons ni le chocolat, ni la cochenille. Il faut encore observer que jusqu'aujourd'hui, dans notre continent, cette maladie nous est particulière, comme la controverse. Les Turcs, les Indiens, les Persans, les Chinois, les Siamois, les Japonais ne la connaissent pas encore, mais il y a une raison suffisante pour qu'ils la connaissent à leur tour dans quelques siècles. En attendant, elle a fait un merveilleux progrès parmi nous, et surtout dans ces grandes armées composées d'honnêtes stipendiaires bien élevés, qui décident du destin des
États, on peut assurer que quand 30 000 hommes combattent en bataille rangée contre des troupes égales en nombre, il y a environ 20 000 vérolés de chaque côté, voilà. Qui est admirable, dit Candide, mais il faut vous faire guérir, et comment le puis-je, dit Pangloss, je n'ai pas le sou, mon ami est dans toute l'étendue de ce globe, on ne peut ni se faire saigner, ni prendre un lavement sans payer, ou sans qu'il y ait quelqu'un qui paye pour nous. Ce dernier discours détermina Candide. Il alla se jeter aux pieds de son charitable anabaptiste, Jacques, et lui fit une peinture si touchante de l'eau où l'état où son ami était réduit que le bonhomme n'hésita pas à recueillir le docteur Pangloss. Il le fit guérir à ses dépens, Pangloss, dans la cure ne perdit qu'un œil et une oreille. Il écrivait bien et savait parfaitement l'arithmétique. L'anabaptiste Jacques en fit son teneur de livres au bout de 2 mois, étant obligé d'aller à Lisbonne pour les affaires de son commerce. Il mena dans son vaisseau ses deux philosophes. Pangloss lui expliqua comment tout était, et on ne peut mieux. Jacques n'était pas de cet avis. Il faut bien, disait-il, que les hommes aient un peu corrompu la nature, car ils ne sont point nés loups et ils sont devenus loups. Dieu ne leur a donné ni canon de 24, ni baïonnettes, et ils sont faits des baïonnettes et des canons pour se détruire. Je pourrais mettre en ligne de compte les banqueroutes et la justice qui s'empare des biens des banqueroutiers pour en frustrer les créanciers. Tout cela était indispensable, répliquait le docteur Born, et les malheurs particuliers font le bien général, de sorte que plus il y a de malheurs particuliers, plus tout est bien. Tandis qu'il raisonnait, l'air s'obscurcit, les vents soufflèrent des 4 coins du monde, et le vaisseau fut assailli de la plus horrible tempête à la vue du port de Lisbonne. Fin de la première partie, page 58. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo pour avoir d'autres livres en rapport avec les sujets ou de l'époque, et à vous abonner. Bien à vous!